pendant la guerre, il y a beaucoup de Niçois qui n'ont pas crevé de faim complètement parce qu'ils pouvaient monter avec le train jusqu'à Miaille, où ils venaient acheter des pommes de terre. Malheureusement, on peut dire que depuis 1975, depuis 25 ans, tous les 5 ou 6 ans, il y a une nouvelle crise, il y a quelqu'un, une collectivité qui remet en cause. Et donc on peut dire que ces dernières années, les crises sont succédées assez souvent. Et c'est là où on s'est aperçu que le train d'Épine faisait réellement partie de notre vie, parce que c'est vrai que de voir ces rails qui ne servaient plus à rien, c'était quand même relativement angoissant. Il y a toujours des tas de gens dans la région qui voudraient bien virer le chemin de fer pour faire de la route à la place, parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux. Pas pour nous, mais pour eux, oui. À nous, cette entreprise. Moi, je le dis clairement, cette entreprise, elle est à nous. Enfin, elle n'est pas qu'à nous, mais elle est à nous aussi. En 1860, l'ingénieur dinois Alphonse Beau de Rochas est le premier à imaginer une liaison par le rail entre Nice et Digne. À cette époque, les deux régions ne sont pas encore reliées par la route et l'idée semble des plus utopiques. Le projet est finalement adopté 20 ans plus tard et la ligne prend place dans le réseau secondaire des chemins de fer de Provence, lui-même rattaché à l'époque au grand réseau SNCF. À l'origine, il y avait la volonté de desservir toutes les régions de l'arrière-pays, aussi bien l'arrière-pays provençal que les préalpes de Digne. Et la deuxième motivation était d'essayer d'approvisionner la place forte de Nice par un moyen puissant à l'abri d'une éventuelle attaque militaire littorale. Il ne faut pas oublier que lorsque les projets ont été faits, le comté de Nice était français depuis une vingtaine d'années seulement. Donc il y avait toutes les préoccupations de liaison économique et aussi militaire. Il faut penser qu'à l'époque, tous les quartiers ouest de Nice n'étaient pas urbanisés comme aujourd'hui. On aurait très bien pu faire partir la ligne de Nice en longeant le littoral, comme la ligne du PLM à l'époque, de la SNCF aujourd'hui, jusqu'à la vallée du Var, et ensuite de remonter le Var. Or, ça c'est ce qui frappe tous les gens qui prennent la ligne pour la première fois, c'est qu'on part tout de suite dans les collines, donc par une succession de tunnels, de viaducs, donc avec un tracé qui est très difficile pour sortir de Nice par l'intérieur, par la montagne. Ça, c'était l'état-major qui avait imposé ça à l'époque pour que la ligne elle soit en retrait par rapport à la côte et qu'en cas de conflit, la ligne ne puisse pas être bombardée par des navires de guerre et ne puisse pas être interceptée. Ce sont des considérations de nos jours qui nous semblent bien lointaines, mais à l'époque, c'était vraiment très important dans la conception d'une voie ferrée, les considérations militaires. La ligne a été construite par les deux bouts. Parce qu'effectivement, au milieu de la ligne, il y a une montagne, non pas infranchissable, la preuve c'est qu'elle a été franchie, mais une montagne importante et puis un relief quand même difficile. Donc la ligne a commencé au départ de Nice et au départ de Digne. Digne, Saint-André-les-Alpes a été atteint en 1891 et cette première partie a été inaugurée. Ensuite, le chemin de fer partant de Nice est arrivé à Puget-Théniers en 1892
Et entre les deux, il y avait des navettes de diligence qui passaient l'école avec toutes les conditions difficiles que l'on connaît. La partie centrale de Puget-Théniers jusqu'à Saint-André-les-Alpes, qui passe par Anote et le fameux tunnel de la Colle, ont demandé beaucoup plus de temps puisque la ligne a été ouverte qu'en 1911, c'est-à-dire 20 ans après pratiquement, 19 ans. Et 19 ans de travaux, vraiment de très gros chantiers, avec des périodes aussi très particulières, comme toute la traversée notamment des massifs de grès de la région d'Anote. Tous les ouvrages d'art ont été construits en grès, mais comme le grès est une pierre gélive qui craint évidemment le gel s'il y a de l'humidité à l'intérieur, toutes les pierres ont été taillées par les ingénieurs et les ouvriers, mises à disposition du chantier pendant tout un hiver, de façon à éliminer toutes les pierres qui auraient gelé. Si bien que dans cette réserve, ils ont pu prendre toutes les pierres pour faire les viaducs, qui depuis 100 ans n'ont absolument pas bougé. Alors naturellement, ces 15 années où il y avait plus d'une centaine, 150 à peu près ouvriers qui étaient là, ont modifié profondément la vie sociale, la vie intellectuelle et la vie tout simplement de tous les jours de la cité. C'est évident qu'on n'était pas habitué ici à avoir ce genre de tranche sociale d'ouvriers. Ici c'était plutôt rural, c'était plutôt bon, commerçant et rural. Et c'est vrai que cet apport a été, disons, assez curieux sur beaucoup de plans. D'abord, ça a apporté beaucoup de travail, bien entendu, parce qu'il y avait des tas d'artisans qui étaient mêlés directement ou indirectement à la construction de la ligne, les forgerons, les menuisiers, etc. Après, bon, il était bien que ces gens-là, il a fallu les loger. Il a fallu, pendant 15 ans, les nourrir, les loger. Et tout ce qu'il en suit, bon, tout ce que nécessitait, tout ce que souhaitait ce genre de personnes a été apporté ici. À titre d'anecdote, on a même monté une maison close sur Anote pendant une quinzaine d'années qui n'a pas survécu d'ailleurs à la fin de la ligne. Mais enfin, il fallait bien occuper ces gens-là qui naturellement étaient venus ici pour la plupart sans leur famille. Hein. Bon, cela dit, il faut reconnaître une chose, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont restés parmi nous et ont fondé après une famille sur Anote. Il y a, je pense, on n'a jamais trop fait le calcul, mais enfin, sans doute une quinzaine de familles qui sont originaires de cette époque, qui ont acheté après une maison et qui sont restés parmi nous. Alors après, sur le plan, disons, du chemin de fer, lorsqu'il a été installé ici, il est évident que ça a été un poumon économique assez extraordinaire. Bon, d'abord, c'était notre petit fil d'Ariane qui nous reliait à Nice. Bon, Nice avant, il fallait 6 heures avec le fiacre. Bon, c'était pas évident. On n'y descendait que très peu. Et disons que beaucoup d'Anotins qui étaient exilés sur Nice, exilés entre guillemets, se ravitaillaient sur Anote. Alors naturellement, avec au bon soin plutôt de la ligne de chemin de fer, qui était un petit peu transformée en épicerie ambulante, boucherie ambulante, etc., où se transportaient à la fois des bonbonnes d'huile, de vin, des noix, des châtaignes, de la viande, bien sûr. Voilà, et au hasard d'un de mes livres, j'ai pu retrouver des lettres absolument croustillantes, justement sur les échanges épistolaires entre les commerçants d'Anote et leurs clients de Nice, qui leur demandaient de leur envoyer certaines choses. D'ailleurs, parfois ça manque pas de piquant, et c'est assez cocasse. Chère mademoiselle Marie, nous sommes très ennuyés de manger toutes les semaines le même gigot de mouton. Je vous avais demandé cet été de m'envoyer un mercredi du mouton, un mercredi du porc. Donc, si vous pouvez, envoyez-moi ce mercredi un beau rôti de porc,
Si cela vous est impossible, ne m'envoyez rien. Mais prévenez-moi par un petit mot pour que je n'aille pas inutilement à la gare du Sud. Vous comprendrez que je ne vais pas traverser tout Nice pour m'entendre dire qu'il n'y a rien pour moi. Maintenant, si vous préférez m'envoyer le porc dimanche prochain, j'attendrai jusque-là. Vous me mettrez alors un colis de 5 kilos, moitié porc, moitié veau, mais pas trop gras, le veau, pas le porc. Si un samedi vous aviez une belle langue de vache, vous pourriez me l'envoyer, mais en attachant bien le paquet, qu'il n'arrive pas comme l'autre fois. J'espère avoir été suffisamment clair et que vous êtes tous en parfaite santé comme nous de même. Recevez nos meilleures salutations. À partir de 1951, les autorails diesel déjà présents sur la ligne depuis 1933 remplacent définitivement la traction vapeur. Pour moi, ça a été vraiment une grande tristesse de ne plus voir ces petites locomotives. J'étais attaché viscéralement à la vapeur, puisque fils de roulant, fils de mécanicien vapeur, évidemment, pour nous, le chemin de fer, c'était essentiellement ça, la vapeur. Mon père, évidemment, étant cheminot, à chaque halte un peu prolongée, ne pouvait pas s'empêcher d'aller voir un peu le travail de l'équipe de conduite, s'enquérir des problèmes et donc participer vivement à l'épreuve. Il était tout heureux d'ailleurs de m'expliquer un peu le fonctionnement de la locomotive et il m'a ainsi inoculé une espèce de virus qui fait que maintenant je suis inconsolable de la disparition de la traction vapeur. Alors ça c'est en gare d'Anote, la halte était donc très longue. Alors on en profitait bien entendu, moins secoué parce que évidemment c'était des wagons peu confortables et en plus très secoué par le profil de la voie. Alors on profitait de la longue halte pendant que les gens les plus fortunés allaient manger au buffet de la gare pour nous manger notre casse-croûte là dans un moment de relative stabilité, quoi. Alors pendant ce temps, les locomotives changeaient donc de convoi et en fils de tractionnaire, bien sûr, nous étions toujours intéressés par toutes les manœuvres et nous allions même au pont tournant pour voir le pivotage des locomotives, chacune reprenant la tronçon de ligne d'où elle arrivait pour repartir vers son dépôt d'attache. Ce qui m'a poussé à faire ces dessins, c'est la nostalgie de ce petit train. J'ai voulu en quelque sorte donner corps à tous les souvenirs que j'avais à nos diverses époques. Alors j'ai pensé qu'il fallait rappeler mes premiers voyages de mon enfance et puis ensuite toutes les relations que j'ai eues avec ce train aux diverses époques et sur les 3 parties du réseau. Il me semblait que en dessinant la locomotive, surtout lorsque je faisais mes gouaches, que j'avais l'impression d'avoir vraiment ranimé la machine. C'était une façon c'était un exutoire, une façon, si vous voulez, de calmer ma nostalgie. Dès que je vois une locomotive vapeur, c'est-à-dire que je vois fumer, que j'entends battre la pompe à air, comme le battement d'un cœur, et puis l'odeur d'huile chaude, de charbon brûlé, tout ça, évidemment, ça remue tellement de choses de mon enfance et de mon adolescence et même de ma jeunesse que j'éprouve toujours une vive nostalgie pour cette forme de voyage.
Nous, on habite au bord de la route et la voie ferrée est à 150 mètres plus loin. Donc, on est au courant. Et jour de grève des CP, parce qu'ils font grève des fois, ça arrive, qui ne fait pas grève, les retraités. Et ça nous manque quand il n'y a pas de circulation, quand il n'y a pas le train. Ça nous manque parce que à 6h15, on est au jardin et on entend le train qui descend, c'est le dernier train qui descend sur Nice. Eh bien, ma foi, s'il n'y est pas, sans chercher, puisqu'il n'y a pas la télé là, sans chercher plus loin, on dit, ah ben aujourd'hui on n'entend pas le train. Ça nous manque, ça fait partie, j'allais dire du décor. Oui, il fait partie du décor, mais même il y a le son. Même il y a le son. Les gens, ils aiment bien entendre le train, y compris les gens qui ne le prennent jamais. Aujourd'hui, il est bien évident que toutes les fois qu'on veut supprimer ce train, parce que ce train, il est né menacé, il a toujours été menacé. Il a toujours été menacé. Et la meilleure des preuves, c'est que de suite qu'on l'a mis en circulation, on l'a mis sous séquestre. Et il y avait, à la gare, il y avait une affiche où il y avait chemin de fer de Provence, et entre parenthèses dessous, il y avait marqué « Administration du séquestre ». Et je me souviens que j'étais venu, parce que mon père recevait la farine par le train, on était venu à la gare, et pour montrer à mon papa que je commençais à savoir lire, je lui avais lu « Administration du séquestre ». Et je lui avais dit « Qu'est-ce que c'est le séquestre ?» Et mon père m'avait simplement dit « C'est quand c'est tout foutu. C'est quand c'est tout foutu. » Pendant mon enfance, tout gravitait pratiquement autour des chemins de fer de la Provence. Mon père qui y travaillait, et moi et mes frères aussi d'ailleurs, qui ont passé beaucoup de nos loisirs, soit dans le train, soit dans la gare, à jouer au ballon, à jouer et on était souvent autour, tout gravité, les discussions de famille aussi, c'était souvent le train, c'était l'entreprise en fait. On a pour habitude de dire que c'est la seconde famille des agents, des cheminots. C'est vraiment l'esprit cheminot. C'est l'esprit de solidarité. C'est-à-dire que dès qu'un cheminot a un problème, un esprit quel qu'il soit, de quel ordre que ce soit, il y a un esprit de solidarité qui naît. Et ça c'est quelque chose de particulièrement attachant d'une part. D'autre part, ça a permis, moi j'en suis intimement persuadé, avec l'appui d'une organisation syndicale forte aussi derrière, mais cet esprit familial, cet esprit de solidarité, cet esprit un peu viscéral, de vouloir pour l'entreprise, c'est ce qui a certainement permis qu'on ne la ferme jamais, cette entreprise, malgré toutes les menaces successives. Gérée à l'origine par la Compagnie privée des chemins de fer de Provence,
l'exploitation de la ligne passe dans le domaine public à partir de 1951 et devient définitivement propriété de l'État. En 1967, l'État annonce son intention de désengagement financier, ce qui coïncide avec la politique d'abandon de l'ensemble des réseaux de chemins de fer secondaires prônés par le gouvernement de l'époque. L'ultime ligne du réseau des chemins de fer de Provence est finalement sauvée par la création du CIMA, syndicat mixte Méditerranée-Alpes, qui regroupe des collectivités locales et qui confie l'exploitation du Nice-Digne à la Société des chemins de fer et transports automobiles, encore en place de nos jours. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça, d'autant que les 3 jours où il a plu, en novembre 1994, les 3 jours précédant les inondations, moi j'y étais, je ne suis pas le seul à le dire, il n'a pas tellement plu. Bon, il a plu bien sûr, mais il n'a pas plu, ça n'a pas été une pluie sans discontinuation, et ça n'a pas été une pluie très très forte. C'était une bonne petite pluie d'automne, qui était souhaitable d'ailleurs, parce qu'il n'avait pas plu depuis longtemps. Et on se demande par quelles circonstances nous avons pu nous apercevoir que tous les vallons se remplissaient simultanément et faisaient déborder. Dans les tout premiers jours qui ont suivi la crue, les dommages étaient tellement énormes que beaucoup de gens se sont demandé si vraiment la ligne rouvrirait un jour, parce que il y avait des dégâts qui étaient vraiment colossaux. Franchement, j'étais très pessimiste. J'ai bien eu l'impression que la ligne Nice-Digne allait être abandonnée, qu'on ne consentirait jamais à faire les frais de la remise en état de la voie. Pendant un bout de temps, on a eu peur, mais je dirais que nos populations sont habituées à avoir peur pour la voie ferrée. Et c'est là où on s'est aperçu que le train d'Épine faisait réellement partie de notre vie, parce que c'est vrai que de voir ces rails qui ne servaient plus à rien, c'était quand même relativement angoissant. Où le personnel s'était réuni, et c'était dans un premier temps l'abattement. Parce qu'un viaduc, avait été emporté. Il était carrément, des infrastructures étaient parties, c'est-à-dire des rails, enfin c'était apocalyptique, quoi. Et donc il y avait eu un abattement. Alors là, tout le monde s'est dit, pratiquement, ça a été très court, tout le monde s'est dit, cette fois c'est fini, quoi. Lorsque
Les inondations, lorsque la tempête, on peut dire de 1994, du 6 novembre 1994, a emporté près de 3 km de voies et tout, d'aucuns se sont dit « Chouette, on va pouvoir fermer le réseau, surtout sans emporter le chapeau, parce que personne ne demandera la fermeture du réseau. Politiquement, c'est suicidaire. » Mais là, c'était l'occasion rêvée. Alors évidemment, dans l'ombre, tout de suite, on a commencé à tirer des plans sur la comète, virer le personnel, préparer l'aménagement des terrains libérés, etc. Et puis après, justement parce qu'il y a cet esprit-là, après, ce qui a repris le dessus, c'est cet esprit de combativité, cet esprit de solidarité, cet esprit de famille, en se disant, en quelque part, on peut dire, on touche la famille, on ne va pas laisser faire. Et puis il y a eu une mobilisation, une mobilisation pratiquement immédiate dans les heures qui ont suivi. On a passé la nuit à faire un plan de bataille, quoi, en gros. Et après, c'est parti. Après, c'est parti, et derrière, il y a eu tout un élan. C'est parti des cheminots, c'est-à-dire des initiatives. Alors après, on n'avait plus rien à perdre, on va dire, mais des initiatives. On a connu un ministre à Menton, ministre des Transports. On a fait brûler des pneus devant la préfecture pour se faire entendre. On a bloqué des TGV en disant il n'y a pas que le TGV, il faut sauver le train. On a même détourné des blocs qui étaient prévus pour remplir les sites importés, afin qu'ils soient mis pour le train dans le Var. Enfin, et derrière, il y a eu toute une dynamique, donc des usagers, des populations, des associations. Donc ça a eu quand même un certain retentissement. Et petit à petit, en plus, il faut dire que ça a été quand même important, on était en période préélectorale. Donc petit à petit, même les adversaires, ceux qui auraient espéré voir disparaître la ligne, ne pouvaient pas décemment réclamer sa fermeture. Donc petit à petit, tout le monde s'est rallié. Et les unes après les autres, les collectivités et l'État donc ont décidé de participer à la reconstruction de la ligne. Donc. Lorsque j'ai vu le premier train rouler, j'ai pas été le seul à avoir un petit peu la larme à l'œil, ça c'est sûr. Il n'y a pas trop de bon, regarde. C'est le poussier qui a brûlé encore par descendant, c'est tout à fait raisonnable. Moi, je vais manger. Moi aussi. On va nous faire un peu loin encore. Merci. Le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence est une association fondée en 1975 regroupant des bénévoles défenseurs du réseau. Elle entretient en permanence des relations auprès des décideurs et collectivités impliqués dans sa gestion. Parallèlement, cette association s'occupe de faire rouler le véritable train d'Épingle entre Puget-Théniers et Anote. On voit même là. C'est gênant. Attention. Oui, non. Oui, c'est du métal blanc. Métal blanc, c'est du beurre. Mais, On a une fuite sur le presse-étoupe, sur l'axe du cylindre droit. C'est une fuite de vapeur assez importante et on cherche à savoir exactement d'où elle vient et ce qu'on doit faire pour y remédier. Parce que une fuite de vapeur, c'est pas grave, une locomotive, c'est toujours plein de fuites, mais là, elle devient assez importante et puis ça provoque une émulsion donc, de vapeur, donc d'eau et d'huile. Et ça salit tout l'embiellage et puis ça fait aussi un peu de dépôt de flotte dans les boîtes d'essieu. Ça, on évite. Il vaut mieux que tous les paliers, toutes les articulations du système de distribution ne soient pas aspergées d'eau, qu'il n'y ait que de l'huile. C'est mieux pour la mécanique. Et comme c'est une mécanique qui date de 1909, c'est une grand-mère qui commence à avoir des rhumatismes. Alors, c'est pas toujours évident de trouver la solution. Bien.
pour l'instant, j'ai terminé, moi. Luc. Luc. C'est bon, Laurent? Laurent! Là, tu prends le cul parce que je vais dans la truc pour manger parce qu'on ne voit rien. C'est vrai que ce train, au moins celui-là, en France, il y a beaucoup d'autres chemins de fer touristiques qui ont été créés pour, disons, faire revivre le chemin de fer dans une région telle qu'il était il y a 30, 50 ou 100 ans. Mais nous, l'état d'esprit dans lequel nous avons fait le train à vapeur, c'est un état d'esprit militant pour la sauvegarde et la modernisation d'un service public existant. La démarche n'est pas la même. C'est-à-dire que pour nous, le train à vapeur est un élément de promotion, un élément de défense du réseau, spectaculaire, attirant, bon, tout ce qu'on veut, mais c'est avant tout un outil. Alors que dans d'autres cas, c'est en lui-même une activité, c'est une entité. Et là, c'est ce que je dis souvent, c'est la cerise sur le gâteau. L'origine du nom Train d'Épingle est controversée. Certains disent que le nom vient d'un miracle d'une nuit de Noël, où une garde-barrière, restée seule avec son enfant malade, s'était trouvée à court de bois de chauffage. L'équipe du train de nuit fit halte pour lui offrir son charbon. Lorsque la locomotive vint elle-même à manquer de combustible, des pommes de pin des arbres bordant la voie tombèrent directement dans le tendeur de la machine, qui put ainsi continuer son chemin. Pauline, tu viens? La pigne, c'est la pomme de pin, en niçois ou en provençal. Et bon, il y a plusieurs origines. Bon, d'abord, les gens racontent que le train allait si lentement autrefois qu'on pouvait descendre en route pour ramasser des pommes de pin. On dit aussi, vu la vitesse à laquelle il allait, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour acheter le charbon, donc qu'on brûlait des pommes de pin dans la locomotive. On a comparé ça aussi avec des petits jouets simples que faisaient les enfants en attachant des pommes de pin l'une derrière l'autre avec une ficelle. Il les traînait comme un petit train par terre. Ouais, donc il y a plusieurs origines, hein, en fait. On n'a jamais trouvé laquelle est la première, disons.
De nos jours, on peut dire qu'actuellement la ligne n'est pas menacée dans son existence. Par contre, elle a vraiment besoin, c'est très urgent maintenant, d'une modernisation, parce qu'on a pris un retard énorme par rapport à tous les autres réseaux équivalents, que ce soit en France ou à l'étranger, hein, puisque c'est le chemin de fer Provence, c'est vraiment le seul réseau qui effectue un service public quotidien, qui fait rouler les autorails de 1935 encore. La région niçoise est toujours un peu en retard. Ils sont toujours encore dans un peu l'état d'esprit des années 60. Mais petit à petit, ça vient, puisqu'on commence maintenant à parler d'amélioration de la ligne SNCF du littoral, on commence à parler de modernisation, de réouverture de Cannes-Grasse, donc ça commence à venir. Et pour les chemins de fer de Provence, c'est pareil. Plus personne pourrait admettre la fermeture de la ligne. Donc, si on ne ferme pas, il faut moderniser, pas tortiller, il faut faire ça. Il ne faut pas oublier que la modernisation complète de toute la ligne des chemins de fer, mais ce que j'appelle modernisation, c'est-à-dire tout ce qui existe, on le met à la poubelle et on met du neuf, comme ce qui se fait ailleurs. Ça coûterait à peu près l'équivalent de 2,5 km de l'autoroute, du littoral. Vous voyez la proportion, pour 150 km de ligne. Vous voyez la différence. Bon, donc on a la possibilité de le faire, c'est pas économiquement grave, loin de là, ça serait très important. Et surtout, une modernisation absolument indispensable serait d'assurer une vraie desserte. Imaginez que la gare des chemins de fer de Provence est à 400 mètres de la gare SNCF. Et ça vient même pas à l'idée de certains responsables, les élus, de prolonger la ligne de façon à assurer une connexion. Imaginez qu'une route départementale, lorsqu'elle arrive sur une route nationale, ah ben non, elle serait arrêtée, il y aurait un fossé, et il faudrait laisser sa voiture, traverser le fossé à pied, et puis tâcher de trouver une autre voiture sur la route nationale pour repartir. C'est aussi aberrant que ça. À l'autre bout de la ligne, la connexion entre les chemins de fer de Provence et le réseau SNCF a été supprimée en 1989. Depuis, des liaisons par car assurent le transit des voyageurs. Alors on espère que c'est une situation provisoire, puisque dans le contrat de plan État-région, il est prévu de faire des études pour la réouverture de la ligne SNCF de Digne à Saint-Auban. Donc en plus c'est un parcours qui est assez court, hein, qui fait 13 km, qui ne serait pas très coûteux à remettre en état, et ça rétablirait la relation entre les chemins de fer de Provence et le grand réseau. Et ça ouvrirait certainement des perspectives intéressantes de trafic vers les Alpes. Ah mais ça serait bien ça. Ça serait bien, parce que moi je l'ai pris celui-là. La première fois que je suis allé à Marseille, il y avait le train. C'est-à-dire que j'ai pris la Micheline ici, j'ai pris le train à Digne, et on est allé à Saint-Auban où on a pris comment on appelle ça, le Briançonnais. J'essaye de trouver du monde. Daniel, Stéphane remonte la rame, regarde si l'éclairage est bon et te dira d'éteindre. Laisse la radio branchée, je vais faire les essais d'alarme.
a peut-être bien 3-4 mois avant l'occasion. Nous, on a toujours, jamais on l'a appelé le train d'Épines. D'ailleurs, ça c'est une idée de Parisien. Hein, c'est pas. Moi, j'ai toujours dit le petit train des CP.